Bonjour à toutes et à tous, Salut. et bienvenue sur les Ludovores pour ce patron de l'addition qui n'est pas en retard pour une fois, c'est un miracle. Ça dépendra du montage, ça, j'ai envie de dire. Non, ça va, le plus dur c'est le tournage, on a réussi à être dans la même pièce, vous voyez, cette fois-ci on est dans la même pièce. C'est déjà une évolution, une upgrade. C'est clair, c'est clair. Et en plus, vous voyez qu'on a des implants bioniques maintenant. C'est ça, maintenant on clignote de partout, donc ça va être du feu de Dieu ce truc, c'est parfait. Alors, si vous connaissez le principe du patron d'addition, vous êtes en terrain connu. Sinon, je vais le répéter, le résumer brièvement. On va d'abord faire un bilan du nombre de parties et du temps de jeu du mois de janvier. Ensuite, on va faire une sorte de top en fonction du nombre de parties jouées pour chacun des jeux. Ensuite, on parlera des nouveautés, les jeux qu'on a pu découvrir au cours du mois de janvier. Avec ensuite un petit top flop, ce qui nous a marqué en positif et en négatif. Et pour conclure, ce qu'on a l'intention de mettre sur la table en février, sachant que février va être un petit peu perturbé quand même dans la deuxième moitié. Donc il faudra être un peu prudent de ce côté-là. C'est toujours l'occasion de se faire un petit bilan ludique du mois passé. Quoi, tout à fait, voilà, exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. C'est ça. Donc on va commencer tout de suite par écouter des statistiques avec le nombre de parties et le temps de jeu et le nombre de jeux différents. Kevin, si tu veux ouvrir le bal. Et d'avance, je m'excuse, si vous me voyez faire comme ça, c'est parce que je regarde mon téléphone qui est branché, parce qu'il n'y a plus de batterie. Du coup, je vais sortir du plan de caméra comme ça. Ah là, ça va ressembler à rien. Mais nul. que voulez-vous, c'est ça d'avoir un téléphone qui a 7 ans, 8 ans et une batterie complètement à plat. Ouais. Comme Xavier. À plat. Ouais, mais en même temps, vous voyez le radin, le téléphone il y a 7 ans, 8 ans, il n'a toujours pas changé. Radin avec moi, mais je sais pas si ça s'applique comme qualificatif quand c'est toi-même, tu sais. Je suis radin, si. Ouais, avec toi-même. Ouais, tu es radin avec toi-même. Il me semblait que c'était que par rapport à d'autres personnes, tu vois. Pas forcément, linguistiquement. Non, je suis à l'aise pour l'utiliser avec moi-même. Ah, ok, tu es à l'aise d'être un radin. Ok, voilà, on aura une vignette toute trouvée, je suis un radin. Je suis un radin, ok, très bien. Eh bien écoutez, pour ce mois de janvier 2025, on est sur un mois relativement classique pour moi, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 30 parties dans le mois. Un tout petit peu moins, puisque sur janvier on est à 27 parties, sur 17 jeux différents, parmi lesquels on trouve tout de même 9 nouveaux jeux. C'est quand même beaucoup. C'est une belle proportion. Sur 17 jeux, c'est quand même la moitié des jeux. Un peu plus de la moitié, c'est vrai, c'est vrai. Ça a été prolifique de ce côté-là, ça c'est sûr. Ouais, ce qui n'est pas toujours quelque chose qui me réjouit plus que ça, parce que ça veut dire qu'il y a aussi tous ces jeux qu'on adore et qu'on sort pas. Bien sûr. Mais d'un autre côté, c'est aussi pour un certain nombre de ces nouveautés, un certain nombre de jeux qu'on avait envie de sortir. Ouais. Soit parce qu'ils venaient d'arriver, soit parce qu'on s'est dit, bon allez, on y va maintenant quand même. C'est le principe de toute façon. Quand t'as plein de nouveaux jeux, t'as envie de les tester, sinon la pile de la honte grandit. Et quand tu testes tes nouveaux jeux, tu te sens mal parce que tes vieux jeux et tu les testes pas. C'est ça, exactement. Éternel insatisfait. Complètement. Donc tu as dit 27 parties pour 18 jeux. 17 jeux, 9 nouveaux, et au total ça me fait 23 heures de jeu. D'accord. Et pour moi c'est presque équivalent en fait, et donc du coup pour moi c'est quand même un mois un peu en demi-teinte, puisque j'ai 28 parties sur 18 jeux, dont 9 différents, moi c'est exactement la moitié. C'est presque le même stat pour le coup. D'un autre côté c'est pas super étonnant quand on pense. C'est souvent qu'on a des stats quand même un peu plus différentes, au moins à ce niveau-là. Après qu'on ait les mêmes jeux dedans. Pour le nombre de parties, les stats sont plus différentes. Pour les jeux nouveaux, on a quand même de grandes chances de les tester ensemble, ces nouveaux jeux. Donc, voilà. Et pour un temps de 26 heures de jeu. Ah, même là, c'est pas trop différent. Non, c'est pas trop différent. Donc du coup, on va pouvoir passer maintenant à un top X, pour savoir combien de jeux on fait le podium en fonction du nombre de parties. Ouais, du coup j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, en faisant donc 2 parties, puis 3, puis 4. Le reste, tous ceux qui ont une partie, je les mentionne pas, en tout cas pas dans cette partie, parce qu'après il y aura les tops, les flops, etc. Les nouveautés aussi. Donc d'abord à 2 parties, qui dit mois de janvier, dit fin de l'année universitaire au Japon. Qui dit fin de l'année universitaire au Japon, dit petit jeu avec mes étudiants pour essayer de les faire parler en français, ce qui n'est pas toujours facile. Non. Mais on essaie de trouver des trucs. Et du coup, un de ces trucs, c'est Insider. Ah oui. Parce que ça marche toujours très très bien. Bien sûr. Ça fait utiliser tout plein de vocabulaire, des pronoms relatifs dans tous les sens. Bref, quand on est prof de français, Insider, ça marche plutôt bien. C'est plutôt une valeur sûre, c'est clair. On en a plusieurs maintenant. On a un petit catalogue de jeux qu'on utilise de temps à autre. Tout à fait. Récemment, dans le Mug Crowdfunding, j'ai eu droit à un petit commentaire des gens de Subverti. Oui, je crois. J'ai vu ça. À propos de Symbiose. Et précédemment, ils avaient sorti Dictopia.
Ah, c'est eux, d'accord. Oui, c'est eux qu'on... Ouais, j'avoue que, vu le niveau de mes classes, j'utilise plus facilement Dictopia que Insider. Insider est réservé à des gens un peu plus à l'aise, quand même, je trouve, personnellement. Mais Dictopia, ça passe généralement bien, et même les gens qui sont pas super forts arrivent à trouver des choses. D'autant plus que nos étudiants au Japon sont plutôt pas mauvais à l'écrit et assez moyens à l'oral. Ouais. Donc du coup, Dictopia, c'est plus de l'écrit, ils sont plus à l'aise peut-être aussi sur la manipulation des lettres, ouais, c'est clair. Donc Insider 2 parties. Également à 2 parties, j'ai un petit proto qui se trouve sur le coin de la table là-bas. Oh, je le montre ou je le montre? Allez, on le montre. Hop. Les Sœurs de l'Alliance, qui au moment où cette vidéo sera publiée sera certainement déjà en cours de campagne sur Kickstarter, puisque ça se lance jeudi de cette semaine, c'est ça. 5 ou 6 février, quelque chose comme ça. C'est ça, quelque chose comme ça. Et donc j'en ai fait 2 parties pour le tester avant d'approfondir un peu le sujet et d'en parler en vidéo. Je sais pas, t'as le temps d'en faire une peut-être ce matin j'arrive. J'en ai fait une hier soir, mais complètement découverte, et puis une autre ce matin aussi. Ouais, tout à fait. Donc 2 et 2 de toute façon. C'est ça. Okay. On en parlera donc un peu plus tard. Ça, je donnerai mes impressions, parce qu'a priori Kevin va filmer la partie tout seul, la vidéo tout seul, mais je donnerai mes impressions par la bouche de Kevin. Voilà. Il parlera à travers moi, c'est un peu dégueulasse. Il vous faut une poupée à l'effigie de la personne, une aiguille, un peu de cheveux, et hop, c'est bon. C'est pas complexe en soi, mais c'est un truc japonais. Voilà. Donc du coup, 2 parties pour l'instant sur les Sœurs de l'Alliance. On en fera donc une vidéo review, enfin je dis on, mais ce sera moi a priori, et certainement une vidéo de gameplay dans un second temps, mais peut-être pendant la campagne, mais pas au début de la campagne. J'aurai pas le temps, je pense. Ensuite, toujours à 2 parties, on a Bear Mountain Camping Adventures, dont on reparlera un peu plus tard peut-être dans la vidéo, parce que c'était une nouveauté de toute façon de ce mois de janvier. Donc ça c'est à 2, les 3 que je viens de citer. Ensuite on passe à 2 jeux qui ont 3 parties respectivement. Le premier étant Skyteam, qu'on a ressorti à nouveau. La nouvelle année ne chasse pas Skyteam, ça restera dans nos tops assez fréquemment parce que c'est un jeu qui est très facile à sortir, qui est très fun, on en a parlé à maintes reprises sur la chaîne, moult fois même. On va pas s'étendre plus que ça, toujours ce jeu très sympa où on cherche à, en collaboration, poser un avion sur différents types d'aéroports qui vont avec leurs différents prérequis, bien évidemment. Tout à fait. Très sympatoche. C'est clair. Vivement l'extension. Vivement l'extension, exactement, même si on n'a pas encore fini. Non, mais on progresse pas mal. On progresse, petit à petit. On a quand même 80% de pertes. Oui, nos avions, ils atterrissent pas souvent. Donc prenez pas notre compagnie. Non, c'est air catastrophe, nous, chez nous. C'est ça, on n'est pas cher. Non, mais on n'est pas bon. Mais on n'est pas formé, voilà, donc de base. Ouais, non, c'est pas air catastrophe, ça serait plutôt air encore raté. Ça serait plus le motto. C'est moins vendeur, c'est trop long comme faut trouver un truc. Air crash, tu vois. Air crash. Mon Dieu, quelle horreur. Air sans les ailes, tu vois. Surtout en ce moment, quelle horreur. Là, je veux dire, là, c'est pas le bon moment. Toujours à 3 parties, on a également pu découvrir Dream World, qui est dans l'extension, c'est pas une extension, mais c'est dans l'univers de Unconscious Mind, voilà un spin-off, pour garder les anglicismes assez peu élégants, de Unconscious Mind, avec donc la même direction artistique, toujours assurée par Vincent Dutray et Andrew Bosley, dans l'univers des rêves et de la psychanalyse, sauf que c'est un jeu beaucoup plus court, beaucoup plus accessible et simple à prendre en main, en fait, tout simplement. Un petit jeu de... Comment on pourrait décrire ça? Une sorte de... Comment j'avais décrit ça la dernière fois quand je t'avais présenté? C'est pas facile, ça. Je t'avais mentionné un titre de jeu que j'ai oublié entre temps, disons. Visuellement seulement, ça ressemble un petit peu à un 6 qui prend, tu vois. T'as des frises avec un client au milieu, et tu vas poser des chiffres. C'est ça, à gauche du plus grand au plus petit, puis du plus petit au plus grand, et en fonction de l'ordre, on va gagner des points de thérapie pour soigner nos clients, avec sur chaque client des conditions de scoring, qui sont tirées au hasard, ou de pauses qui sont effectivement sélectionnées avant la partie, tout à fait. On en reparlera certainement dans les nouveautés de toute façon. Et puis finalement, mon top 1, parce qu'il est seul sur le podium, en première position avec 4 parties, et j'en suis pas peu fier, c'est Unconscious Mind, justement. C'est beau, c'est beau. Enfin reçu début janvier, après quelques petites entourloupes niveau livraison, donc il m'est enfin parvenu, on a pu le tester, je crois que je l'ai fait du coup 3 fois avec toi, une fois en solo.
Oui, c'est ça. C'est rare que je fasse des solos de plus d'1 heure. Là, il m'a duré 2 heures, mais c'était vraiment très très cool, même si l'automa est assez demandeur en termes de gestion. Et du coup, bien sûr, ça entrecoupe ta réflexion un petit peu. Mais c'était quand même très agréable. Je l'ai joué en facile et j'ai gagné que de 20 points. Ce qui, sur un jeu qui fait des parties de 190-200 points, est pas énorme. Non, c'est pas si important que ça. Je verrai en médium, voire en difficile ce que ça donne, mais c'était très sympa quand même comme expérience, même si, de par son profil de jeu de 2 heures, même en solo, je sais pas si j'en sortirai très très souvent, pour être honnête. Ça voilà. C'est autre chose, c'est vrai ça. Voilà pour moi top. Ok, et ben du coup moi je vais faire un top 1, 2, 3, 4, 5, 6 moi aussi. En fait ça va beaucoup ressembler à ton top. D'accord. Je voulais faire un top 5 d'abord, mais en fait il y a dû y avoir un beans quelque part, parce que moi je n'ai enregistré qu'une seule partie de SkyTeam, ce qui n'est pas normal. Effectivement. Donc il y a dû y en avoir une que j'ai pas enregistrée, que je t'ai demandé la photo et j'ai oublié de reporter, donc je vais le mettre de ça. Donc d'abord 3 jeux à 2 parties, je vais pas forcément m'attarder beaucoup dessus puisqu'il y a SkyTeam, donc voilà, ça c'est fait. Il y a DreamWorld dont Kevin vient de parler. Par contre je vais parler un tout petit peu plus de Apiary, parce que j'ai fait 2 parties en solo d'Apiary. Une partie en solo, une partie avec toi. C'est ça, pardon. Donc c'est un Stonemaier game, c'est un jeu de placement d'ouvriers, vous êtes une colonie d'abeilles de l'espace. Donc de placement d'abeilles du coup. C'est ça, voilà, exactement. J'en reparlerai tout à l'heure parce qu'il y a des... Le twist est intéressant parce qu'en fait chaque ouvrier a une force et chaque ouvrier, la figurine de l'ouvrier est une sorte de dé, et donc quand la force change, vous changez le côté de l'ouvrier qui reflète la nouvelle force. C'est plutôt bien vu en termes de design physique du jeu, c'est plutôt bien vu. Le jeu est visuellement très agréable, moi je trouve, il est très sympa dans son style. Après on accroche ou on n'accroche pas au style, c'est autre chose. Après, on en reparlera un peu plus tard sur certaines réserves que j'ai. Ensuite, ça c'était mes 3 jeux à 2 parties. À 3 parties, j'en ai 2. Le premier c'est Unconscious Mind. Moi je n'ai que 3 parties puisque tu as donc fait un solo. J'avouerai, avant d'en reparler plus tard sans doute, j'avouerai que la reprise de contact avec Unconscious Mind a été un peu rude pour moi. Notamment parce que certaines règles ont changé, mais ça c'est normal vu l'évolution entre la campagne et le produit fini. Mais aussi parce que j'avais du mal à me remettre les choses dans la tête. Donc après, tu vois, c'est pour ça qu'on a fait 3 parties de suite, c'est parce que je voulais voir si vraiment ça marchait plus pour moi. Bon, maintenant ça y est, c'est revenu, je suis réconcilié avec Unconscious Mind, donc ça va. Et l'autre jeu à 3 parties, c'est Praga Caput Regni, de Vladimir Suchy, où vous jouez la construction de Prague au XVe siècle. Un jeu visuellement très intéressant, moi je trouve, avec beaucoup d'éléments un peu surprenants. Il y a des roues, il y a des constructions en 3D, enfin des choses en carton comme ça. C'est un placement d'ouvriers là aussi, avec des twists intéressants que je trouve là aussi. On en reparlera sans doute un peu plus tard. Et celui qui tient la place numéro 1 du podium aujourd'hui, donc toi c'était Unconscious Man avec 4 parties, et moi avec 5 parties, c'est The Isofarian Guard, que j'ai repris en janvier, comme j'en avais l'intention. Je vous en ai déjà parlé, voilà, Kevin va essayer de soulever, là il n'y a que le couvercle. C'est ce que je il y a que le couvercle, je peux y aller. Il n'y a que le couvercle, tu peux y aller, ouais. Parce que là, techniquement, pour faire la vidéo d'aujourd'hui, je l'ai rangé, le jeu, et du coup, tu soulèves pas le cube. Ah non, mais c'est ce que je me suis dit, j'ai tâté, je me suis dit, il n'y a pas le reste dedans, ça va, je peux essayer. Voilà, par contre, j'avoue que, encore une fois, moi je suis bluffé, la mise en place et le rangement, c'est moins de 10 minutes maintenant. À la Cubhead, par contre, tu me rappelles plus, c'est pas un Resident Evil? Ah non, c'est un pyramide. Triangle Head. Pardon, voilà, c'est ça. Conehead, je crois qu'il s'appelait. Conehead, c'est ça. Enfin, c'était pas le nom officiel. Non, bien sûr. Donc, The Isofarian Guard, jeu narratif, solo ou en duo maximum, puisqu'on ne gère maximum que 2 personnages. Avec une caractéristique, pas mal les anglophones diraient de grind, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de vous dépêcher d'un point narratif à un autre. Au contraire, vous n'avez pas souvent intérêt à le faire, parce que plus l'histoire progresse, plus évidemment l'opposition est importante, mais il faut prendre le temps d'augmenter son armure, d'augmenter son arme, et ça ne se fait pas comme dans un jeu vidéo en lootant des armes directement. On récupère des matériaux, et il faut aller après dans les villes, aller chez un maréchal ferrant, ou développer sa base pour le faire. Donc ça prend un temps, du coup il y a un rythme assez particulier, puisque finalement le grind, vous le faites quand vous le voulez. Ce qui explique que pour 5 parties, je n'ai que 3 heures de jeu. Parce que j'ai fait des sessions courtes en me disant, bah là je vais aller grinder une demi-heure parce que j'ai besoin de tel ou tel ingrédient. Je l'ai fait, j'ai terminé ma partie et ça m'a fait une partie. Certains diraient, est-ce que c'est vraiment une partie du jeu?
puisque tu as seulement grindé. Moi je dis oui, mais je peux comprendre l'argument que non. J'imagine que pour certains c'est genre une phase préparatoire d'une vraie partie. Quoi. Mais pour moi c'est la même chose qui peut se passer dans des jeux vidéo, donc ça me choque pas du tout. Après, dans un jeu de société, c'est vrai que c'est plus surprenant, entre guillemets, parce qu'on a plus l'habitude de... J'ai fait le scénario A qui m'enlève au scénario B, qui va au scénario C, et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Ouais, peut-être la différence se situe peut-être au niveau du vocable, en fait. Moi, par exemple, si je joue à Final Fantasy X, comme je prends l'exemple de celui que j'ai joué le plus à l'époque, je vais pas dire que je fais une partie de Final Fantasy X quand je joue 1 heure, tu vois. Oui. Je fais une petite session, tu vois, éventuellement. Oui, je comprends tout à fait le distinguo entre partie et session. Partie, c'est que tu as l'impression que tu as avancé dans le scénario. Ouais, puis tu as une sorte de conclusion à la fin, tu vois. Tout à fait. Alors que sur un Final Fantasy VII, ça va être un système de sauvegarde, comme dans Heroes of Ironguard, qui fait qu'en fait, la partie s'arrête pas et se met en pause, en fait. Tout à fait. Là, c'est vraiment une pause, hein. Vous avez une feuille papier sur laquelle vous allez noter les points de vie actuels de vos gardes, les points d'action qu'ils ont, où ils sont localisés sur la carte, quelles sont les caractéristiques, genre par exemple, actuellement ils ont des envoyés à tel ou tel point, vous notez ça, et quand vous ressortez le jeu, vous étalez tout, vous mettez les chips où il faut, et c'est reparti en 5 minutes. Franchement, vraiment, maximum 10 minutes, ce qui pour un jeu narratif avec énormément de cartes, est pas toujours si facile à mettre en place que ça. Donc, et tu m'as dit que cette fois, je crois qu'il avait une grosse diarrhée, ton personnage, c'est ça hein. J'imagine les choses. J'essaie de voir à quel point le jeu est détaillé. Pas jusque-là, heureusement. T'avais pas dit que t'avais fini dans les buissons? Non, heureusement, pas jusque-là. J'aime bien parce que pendant 1 seconde et demie, il était vraiment perplexe. J'ai dit un truc comme ça. J'ai dit un truc comme ça. Ça pourrait, mais bon. C'est pas aussi détaillé que ça, quand même. Non, normalement. C'est le sort chiasse du démon Malfix. Ça va aller. On va passer maintenant aux nouveautés. Ouais. Alors, nouveautés, on en a beaucoup pour le coup. Ouais, bah du coup, je te laisse commenter. Ouais, ça marche. Alors du coup, la première, on a testé ensemble très récemment. C'est un jeu que j'ai acquis lors du Simili Game Market, ça s'appelle pas comme ça, mais à Osaka, il y a 2 semaines. Ça s'appelle Sneakerheads, un jeu dans lequel vous allez collectionner des sneakers, donc des baskets, des chaussures, pour soit les revendre, soit les collecter, en faire la collection pour vous-même, pour faire du set collection. Et c'est un jeu qui se base sur un système d'enchères. Donc on va faire des enchères, chacun a un set de cartes allant de 1 à 10 qui reprend une valeur monétaire. C'est pas 1 yen, bien évidemment, c'est un peu plus que ça. Mais bref, de 1 à 10, on fait des enchères. On prend les cartes de chaussures que l'on a réussi à emporter pour ensuite pouvoir les vendre ou les garder pour faire du set collection. Alors bien évidemment, on y a joué à 2, et pour un jeu d'enchères, c'est toujours une configuration un petit peu, limitée, on va dire. Mais bon, c'est relativement agréable, et puis j'entreperçois que pour un jeu de cette taille-là, de cette durée-là, c'est-à-dire environ 25 minutes, 30 minutes, peut-être à 4-5, parce qu'à 2, ça nous est à un quart d'heure. C'est ça, à peu près, ça peut être assez sympa, malgré tout. Même si on n'est pas spécialement des grands amateurs des jeux d'enchères en général, c'était plutôt agréable. Ouais, parce qu'il y a une vraie gestion de main, puisqu'à partir du moment, toutes les cartes avec lesquelles tu as enchéri, elles disparaissent de ta main. Donc, sauf si tu n'as pas gagné l'enchère. Oui, mais quand tu la gagnes, l'enchère. Donc du coup, si tu enchéris à plein de reprises, du coup tu vas perdre 5 cartes d'un coup, et après tu vas peut-être te retrouver fort dépourvu quand l'autre enchérisseur sera revenu. Tu vas perdre 5 cartes d'un coup, sauf si tu réagences cartes. Par exemple, si tu joues la carte 1, 2, 3, 4, 5, au final tu vas perdre quoi? Tu vas perdre, je ne vais pas calculer précisément, mais ça va faire 12, 13, quelque chose comme ça. C'est ça, oui. Mais si tu gagnes cette carte-là, à la fin, tu peux me prendre la carte 10 et la carte 3, et tu en perds que 2 à la place. Tu vois. Tu fais la monnaie entre guillemets, quoi. Bien sûr. Donc bon, tout à fait. Mais ouais, c'était sympa. Étonnant, visuellement, très satisfaisant. J'avoue que je suis pas du tout fan de ça. J'ai déjà vu passer sur YouTube des gens qui expertisent des sneakers comme ça et qui disent à leurs clients non, c'est un fake, ou alors celle-là je l'avais jamais vue donc je t'en donne $2000. C'est étonnant comme monde et finalement c'est plutôt bien retranscrit. Moi j'aime bien. C'est sympa. Ensuite, autre découverte. Bon, c'est assez chargé, je vais pouvoir le prendre avec moi. Hop. Deuxième découverte, il y a Come Sail Away. Oui. Est-ce que c'était pour toi aussi? Aussi. Ouais, c'était pas le mois précédent pour toi? Non. Come Sail Away, qui est un nouveau jeu de Sashi et Sashi, en collaboration cette fois-ci avec Daryl Shaw, qui est un Indonésien, Singapourien, je sais pas. Singapourien, je crois. Singapour, peut-être bien. Je crois. Et donc, c'est un jeu assez sympatoche, avec un petit peu de mancala, un petit peu de set collection. C'est très sympa, c'est très agréable, comme toujours avec Sashi et Sashi, on sait qu'on part sur quelque chose de solide en règle générale. C'est clair. Le petit doute qu'on pourrait émettre vis-à-vis de Come Sail Away, dans cette gamme de Sashi et Sashi, c'est qu'il prend beaucoup de place pour ce qu'il propose,
c'est-à-dire un jeu qui va durer, encore une fois, 20-25 minutes environ, à deux, mais ça fait une taille assez conséquente. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça fait la taille d'un Lacerda, mais on n'est pas très loin en vrai. C'est-à-dire il y a pas mal de choses sur la table, oui c'est clair. Donc la place qu'il prend sur la table et dans la Kallax est assez conséquente. Ah bah par rapport à un Bus and Stop, c'est vrai, ou même un Coffee Roaster. Et du coup pour un jeu de 20-25-30 minutes, il prend un peu de place quoi. Ouais, ça me choque pas tant que ça. Moi, ce qui m'ennuie plus dans Comme c'est le prix. Ah, ça te dérange pas parce que c'est pas toi qui l'as en plus dans ta Kallax. Oh bah ça me dérange pas qu'il soit là. Bah, si t'en veux plus, tu peux le mettre dans ma Kallax, y a pas de souci. Mais non, moi, c'est le prix un peu chéron pour ce que c'est. 1000 yens, ce qui à l'heure d'aujourd'hui, 45 doit faire 40 €, 45 €. 45 €. Pour finalement des cartes et des meeples. Donc, ouais, je comprends, mais psychologiquement. Par rapport à leurs autres jeux, ça fait un peu raide. Bon, mais... Non, je le garderai sans aucun souci, avec plaisir. Oui. Si ce n'était pour la taille, en fait. Hein. Je me demande si sur la durée, le fait que d'autres jeux arrivent vont pas me forcer à le pousser un peu en dehors de la Kallax parce que il prend trop de place, en fait. Ouais. Alors, First World Problem. Ah ouais, clairement. Ouais, First World Problem, c'est sûr ça. Mais tu connais la pièce où je suis. Je peux pas avoir plus de Kallax que je Non, là, là, tu peux pas pousser les murs plus. Là, ça, c'est évident. C'est la taille maximale. Non, c'est clair. Parfois, il faudra faire des choix. Oui. Ensuite, on a testé récemment Canopy Evergreen, qui se trouve derrière toi. C'est ça. À ta gauche. Il est là, ici, ouais, c'est ça. Pile hors de la caméra. Non, il est dedans. Qui est une sorte de nouvelle mouture de Canopy avec quelques petits twists et puis visuellement une présence un peu plus conséquente sur la table. C'est très sympa, ça ressemble beaucoup à Canopy premier du nom. Moi j'aurais tendance à dire que c'est une version, je dirais, comment ils disent les anglophones, streamlinée, c'est-à-dire revue, poncée, peaufinée, avec des trucs un peu plus. Et surtout, peut-être un thème qui va plaire à plus de gens puisque Canopy Evergreen se passe en Amérique du Nord alors que Canopy c'était la jungle brésilienne. Donc il y a des gens, hein, tu sais, ils choisissent leur jeu de société parce que le thème leur plaît plus et puis qui connaissaient des gens pour lesquels le thème c'est important, tout comme la direction artistique c'est important. Mais là pour l'instant, j'ai pas fait tellement le distinguo entre les deux. Oui, ça c'est clair. Mais toujours très agréable, toujours en plus avec la DA de Vincent Dutrel. Bien sûr, toujours ça change pas, c'est toujours bien. Ensuite, tu en as parlé tout à l'heure très brièvement, mais Praga Caput Regni, que j'ai découvert grâce à toi, qui était très sympa, ouais. Alors par contre, tu as dit tout à l'heure que c'était un placement d'ouvrier, je sais pas si j'aurais catégorisé ça comme ça, mais le système de la roue, c'est une sorte de action selection en fait. Oui. Tu places rien dessus, tu retires en réalité. Oui, t'as un déplacement d'ouvrier dans les constructions de la cathédrale et de du pont. Ouais. Et du pont et du château. Sur le pont, c'est pas un déplacement d'ouvrier, c'est une avancée sur une piste. Mais c'est plus un action selection avec un mécanisme qui fait que les actions qui viennent d'être faites coûtent plus cher à refaire immédiatement. Mais le mécanisme de la roue est vraiment intéressant. Une sorte de bitonio. Le terme technique. Il est sorti, le terme technique, c'est bitonio. Tout à fait. Une sorte de petite fichette, quoi. Dans une roue crantée, vous retirez, entre guillemets, la petite fichette et vous faites l'action qui se trouve dessus et potentiellement le bonus qui est sur la roue elle-même. Et ensuite, la petite fichette revient à l'opposé de la roue et à l'opposé, ça coûte plus cher. Plus vous êtes loin, plus ça coûte cher, plus vous vous rapprochez, plus c'est... Et comme la roue tourne, comme dirait Ribéry, et comme la roue tourne à tourner, et bien certaines actions qui n'ont pas été faites depuis longtemps se retrouvent dans une zone où au contraire les choisir va vous apporter des points de victoire. Ouais. Donc il y a toujours la question, est-ce que j'attends un peu, mais peut-être que l'autre va le prendre et du coup ça va être le timing va être foutu. Il est sympa. Il est vraiment agréable à jouer. Puis il y a un peu de tout. Il y a plusieurs pistes qui peuvent vous permettre d'obtenir des points. Je pense qu'il y a plusieurs manières de gagner beaucoup de points. Toi, tu as vraiment axé sur le pont et ça t'a vraiment rapporté pas mal de points. C'était vraiment bien vu. C'est clair. Mais je suis sûr qu'en construisant plus dans la ville, tu as aussi moyen de faire pas mal de points et ainsi de suite. Ouais, c'est clair. C'est assez malin, c'est assez sympa. J'y rejouerai avec plaisir également. Ensuite, on a Apiary que tu as mentionné tout à l'heure, le jeu avec les petites abeilles de Stone Meyer Games. Thématique un petit peu claquée au sol, je trouve. Faut avouer. Mais bon, pourquoi pas. Ça a le mérite d'être original au moins. Tout à fait. Rapidement, les Châteaux de Bourgogne avec la Special Edition. Qui est enfin arrivé, voilà. Alors c'est une fausse nouveauté parce que je l'avais testé avec toi sur BGA à l'époque. Oui.
Mais bon, BGA, vous connaissez notre appétence pour les plateformes numériques, pour les jeux en ce système. Voilà. Ouais, on n'est pas fan. Et du coup, c'était un vrai plaisir de l'avoir enfin sur la table. Surtout dans une version un peu pimpée de Awaken Dreams. Un peu pimpé le Grady. Le mec il sortait ses petites miniatures pour chaque tuile et tout, un peu pimpé. Mais ouais, c'était très, très agréable, c'est un jeu qui est vraiment indémodable. Hein. Ouais. Et encore, on a testé qu'un module. Quelque chose comme ça. Deux modules. On avait il y en a un que j'ai pas touché quasiment, mais... Oui, les boucliers et puis les routes de commerce. Ouais, les routes de commerce qui s'intègrent vraiment très bien au jeu. Les boucliers sont parmi les extensions les moins appréciées, entre guillemets, les moins utilisées, d'après ce que disaient les gens sur nos vidéos, et un peu à côté aussi, c'est vraiment anecdotique, alors que les routes commerciales offrent un vrai challenge de timing, parce que tu vas quand même essayer d'optimiser l'achat et la vente de marchandises pour en retirer le plus de bénéfices possible. Alors, évidemment, tu peux aussi ne pas t'en faire et y aller direct, mais ça rapporte quand même des choses. Hein. 4 ouvriers d'un coup, c'est jamais mal. Ouais, c'est très très cool. C'est clair. Donc ouais, à retester avec d'autres modules. Tout à fait. C'est vraiment très très plaisant. Notamment le nouveau module créé pour cette édition, des vignobles. Les vignobles qu'on n'a pas encore testés. Qui apparemment est très très bon. Ensuite, pour l'histoire de l'Alliance, on l'a mentionné tout à l'heure, évidemment c'est une nouveauté, le jeu n'est même pas encore sorti. Ensuite, Bear Mountain Camping Adventures, que j'ai mentionné tout à l'heure, et on en parle un peu dans les nouveautés, mais on en parlera je pense encore un peu plus tard dans la vidéo aussi, donc autant le garder pour plus tard. Ensuite, Dream World, donc le spin-off de Unconscious Mind, et puis je sais pas si on le met dans les nouveautés, mais Unconscious Mind lui-même, puisque c'est la première fois qu'on y joue dans sa version définitive, oui, mais bon, on l'avait déjà joué en proto à l'époque. Voilà. Ok, alors moi je vais faire rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux que je partage avec toi en termes de nouveautés. Donc Sneakers Head, j'en reparle pas. Canopy Evergreen, j'en reparle pas. Come Sail Away, j'en reparle pas. Beer Mountain, on est pareil. Beer Mountain, oui, Beer Mountain. Montagne de la bière là pour le coup. J'aurais presque préféré Bear Mountain, voilà. Dream World, ok. Apiary. Alors Apiary, voilà, ok. Non, j'en dirai pas plus pour l'instant. Praga Caputregni, et les vraies nouveautés que tu ne partages pas avec moi, j'en ai quand même 2, je crois. Il s'agit de Captain Flip. Ah oui. Donc un jeu, alors vraiment un jeu apéro, mais plutôt pour moi dans le bon sens du terme, à savoir que ça joue vite, c'est dynamique, c'est assez, il y a du suspense et ça s'éternise vraiment pas, donc c'est vraiment sympa. Principe, on va tirer une tuile au hasard et on va choisir avant de la regarder si on regarde le côté pile ou le côté face. Chaque côté a une conséquence, c'est un membre d'équipage de notre bateau, alors qui donne des bonus, mais sous certaines conditions, et ainsi de suite. On va agencer ça sur notre bateau. Une fois qu'il y a 5 colonnes, je crois, et une fois que quelqu'un a rempli 4 colonnes, le jeu s'arrête. Et on compte les points en fonction de qui est à côté de qui est dans la même colonne que qui, et ainsi de suite. C'est extrêmement rapide, c'est tout à fait jouable avec des enfants, mais sans que les adultes s'ennuient. Donc je pense que c'est un bon petit jeu bien sympathique. Sans les adultes s'ennuient, mais du coup les adultes vont leur mettre une tannée, non quand même. Pas forcément. Oh non, pas forcément. Il y a beaucoup de hasard. Il y a du hasard, oui. Il y a du hasard, il est légèrement contrôlable dans certaines conditions, mais il y a quand même pas mal de hasard. C'est un jeu du fun, c'est pas un jeu le plus stratégique va gagner. Hein. Ça, tu peux être un peu stratégique, mais bon, ça va pas te faire gagner forcément à tous les coups. Et le deuxième que tu n'as pas encore joué, c'est les Rats de Wistar, Rats of Wistar, que j'ai. Donc, comme c'est Captain Flip et Rats of Wistar, je les ai découverts le mois dernier au Jig Kansai avec notre ami Jérémy, puisque ce sont ces jeux. Donc Rats of Wistar, hein, vous en avez certainement déjà entendu pas mal parler ici et là sur les réseaux sociaux et autres. On joue des rats dans un univers, je crois, post-apocalyptique, et puis on va explorer une maison pour aller chercher le fromage qui est au fond de la cave. On va construire des objets. Alors ce qui est très drôle, c'est que ce sont des objets ultra technologiques. Hein. Je me suis trouvé à un moment avec un sabre laser, avec des bottes bioniques ou des trucs comme ça. Enfin, c'est du grand délire. C'est un placement d'ouvrier. Alors là aussi, une sorte de roue qui tourne à chaque tour. Donc avec les sélections d'actions qui vont changer un peu à chaque fois. C'est original. C'est beaucoup trop fourni en icônes. La première fois que vous y jouez, vous avez passé la plupart de votre temps à vous dire « c'était quoi déjà cette icône ?» Et du coup, ça ralentit un peu le rythme, mais une fois qu'on est habitué, à mon avis, c'est un truc qui tourne bien. La première impression était plutôt positive. Il rentrera pas dans les tops, mais il était plutôt dans le côté sympa. Donc voilà pour mes nouveautés du mois.
Top et flop. Ouais, on va pouvoir passer donc au top et flop en commençant par... Alors on en aura, donc on va essayer de pas trop s'attarder sur chacun, parce qu'il y aura des choses à dire à mon avis. On va commencer par les flops, pour garder le meilleur pour la fin. Tout à fait. Moi c'est comme ça, quand je mange, je garde ce que je préfère pour la fin. Pareil. Ah pareil, ça dépend des gens, j'ai l'impression que ça dépend des gens. Ma femme c'est le contraire. Ah, parce qu'elle je comprends pas elle se dit, si je le mange pas et qu'il y a un tremblement de terre et que je meurs, bah j'aurais pas mangé ce que je préfère. Ce que je peux comprendre. Ceci dit, à ce moment-là, tu t'en foutras un peu. On sait pas. Moi, je garde le meilleur pour la fin, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Ah, je vois. Alors, les kinks des gens. Donc, parmi les flops, est-ce qu'on en a plusieurs? J'ai dit les flops, mais en vrai, est-ce qu'il y en a plusieurs? Je sais qu'il y en a un pour tous les deux qui sera certainement le même. Ouais. En fait, en même temps, c'est pas un flop total. C'est un quasi-flop. Et puis, c'est un quasi-flop. Et je n'en ai qu'un. Ok. Ouais. Finalement, je regarde ma liste et ça doit être un aussi. Enfin, j'en ai un quasi-flop et un presque flop. Ah tiens, si je regarde maintenant, j'ai un flop et un semi-flop aussi. D'accord. Je commence par le gros flop du mois pour moi, c'est Bear Mountain Adventures. Je m'en doutais. Enfin, Camping Adventures. Qui m'a vraiment déçu. C'est un jeu pour lequel j'avais eu un petit coup de cœur quand il était sur Kickstarter à l'époque, parce que c'est un jeu qui a une assez jolie DA, avec une thématique très reposante. On va faire du camping à la montagne, c'est très sympatoche. Et puis c'est un type de jeu que je n'avais pas encore. C'est un jeu de course, mais chill malgré tout, mais relaxant on va dire. Sauf que dans les faits, ça sent le mec qui n'a pas testé suffisamment son jeu, qui n'a pas fait tester à suffisamment de monde. Peut-être que des gens qui n'ont pas osé lui faire des remarques qu'ils auraient peut-être dû lui faire, et on se retrouve avec un jeu un petit peu bancal, où très rapidement on oublie le thème pour se centrer sur un truc très mécanique, à savoir du deck building, où chacune des cartes représente des activités qu'on va faire à la montagne, sauf que très rapidement ces activités, vous vous rendez compte qu'elles ne vous donnent que des icônes d'activités. Enfin, on s'en fout de quelle activité. Et on s'en fout de la carte, parce qu'en fait la carte vous dit vous faites du VTT dans la montagne, mais tu regardes même pas en fait l'illustration ou le titre au bout d'un moment. Tu regardes juste, ça m'a rapporté 2 jetons de vélo. Pourquoi j'en ai besoin? Pour évoluer vers le prochain site de camping et me rapprocher progressivement de cette montagne de l'ours qui se trouve au centre de la carte. C'est long, ça dure 2 heures, enfin ça a duré 2 heures pour nous à 2 joueurs. Alors que là, on peut pas vraiment invoquer la difficulté des règles. On n'est jamais retourné dans le c'est pas un jeu complexe. C'est pas un jeu complexe. On a joué qu'à 2 et c'est un jeu de course. Oui, en plus, c'est ça le problème. Donc c'est quand même beaucoup de choses qui vont contre lui. Donc ouais, pour moi qui peut-être en attendais un petit peu trop, je pense. Je suis quand même très déçu parce que je le revois pas ressortir. La déception du Kickstarter, un truc que t'attendais, qui se retrouve mi-cuit finalement, et qui du coup t'es déçu parce que c'est mi-cuit, et t'es en plus déçu parce que tu l'attendais et que tu l'as attendu assez longtemps par Kickstarter. À mon avis, il y a le double impact quelque part. Puis je me rends compte, du coup c'est un peu positif, que jusqu'à maintenant j'ai pas eu de grosses déceptions Kickstarter. C'est vrai. J'ai des jeux que j'ai backés qui sont repartis, que j'ai revendus, mais qui m'ont pas spécialement déçu à ce point. C'est juste que bon, c'était pas mal, mais sans plus. Non, la Bear Mountain, je suis vraiment très déçu. De toute façon, moi, ça va être aussi mon quasi-flop, parce que je vois un peu le mérite du jeu. Il y a des bonnes idées dedans, mais donc tu l'as dit, il est trop long. La double rivière de cartes n'a aucun sens, parce que les cartes sont quasiment les mêmes dans les 2 piles. Quelques cartes un peu différentes. Les mêmes. Je pense que c'est les mêmes en réalité. C'est juste l'intérêt, c'est que à chaque fois que vous allez vous déplacer d'un site de camping à l'autre, vous allez prendre plus de cartes d'un type ou plus de cartes d'un autre. Ça. Donc il faut équilibrer un petit peu les deux. Mais en fait, on s'en fout à la base. On s'en fout. Rapidement, l'argent. Toi, t'as croulé sous l'argent sans trop de problèmes assez rapidement. Donc ça t'a permis de faire plein de trucs sans transpirer de trop. Et pourtant, c'était long. Et du coup, c'est parce qu'il y a trop de ressources différentes. Pour moi, il y a trop d'icônes d'activité. Il y aurait eu que la moitié des icônes, ça aurait speedé le truc, je pense. Mais je sais pas si ça aurait été tellement plus fun. Je suis pas sûr, mais en termes de vitesse, en termes de durée de partie, c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. On est bien d'accord. Et du coup, c'est très dommage parce qu'il y a des modules, il y a des extensions, et on n'a pas envie vraiment de les tester parce que le premier contact avec le jeu a été, quand même décevant. Donc, moi, j'en attendais rien spécialement. Même si à l'époque il m'avait un peu titillé visuellement aussi. Donc je suis déçu aussi, peut-être pas autant que Kevin, mais c'est mon quasi-flop. C'est mon quasi-flop. C'est même pas un semi-flop, c'est un truc j'en attendais rien, donc je peux pas être vraiment si déçu que ça. C'est juste que je l'avais ajouté à un pledge parce que ça coûtait très peu d'argent. Je vois ce que c'est alors. C'est Dreamworld que j'ai backé, enfin on m'avait demandé de backer $1 Fantasia. Juste pour
avoir mes données, pour pouvoir m'envoyer la version finale de Unconscious Mind. Comme on avait fait la review, ils ont envoyé la boîte gratuitement. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre Unconscious Mind, ça coûte que dalle. Dreamworld. Oui, Dreamworld. Ça coûte que dalle, c'est la même DA, c'est joli, c'est un jeu qui se joue rapidement, pourquoi pas. Ça se joue rapidement, c'est pas mal, mais sans plus, quoi. C'est très oubliable. C'est assez anecdotique, c'est pas désagréable, mais c'est assez anecdotique. Mais ça a le mérite de pas, je dirais, durer trop longtemps. Donc, pour ce côté-là, je dirais, pourquoi pas, si de temps en temps on n'a vraiment rien d'autre à faire, je peux le voir ressortir, ce jeu-là. Oui, pareil. Je peux. Ouais. Moi, mon quasi-flop, c'est Apiary. Parce que finalement, Apiary, ben, c'est très sympa, et puis au bout de la partie, on se dit, bah, tout ça pour ça. En fait, j'ai jamais senti vraiment de tension, voilà. Ouais. J'étais dans un trip abeille, parce que à peu près au même moment, j'ai trouvé en occasion Honey Buzz. Alors pas la version Fall Flowers qui vient d'être kickstartée et enfin d'être livrée aux backers, mais la version de base, mais quand même de luxe. Et bah, du coup, je me suis dit, bah tiens, oui, Apiary, ça peut être sympa aussi. Et j'en avais un peu entendu parler, mais bon, voilà, je trouve que c'est très neutre, finalement, tout ça. Rapidement, on se fiche pas mal des tuiles qu'on veut acheter parce qu'elles ne correspondent pas vraiment à ce qu'on veut. Donc il y a beaucoup à deux, il y a beaucoup de vide, un peu, je trouve. Il y a beaucoup de temps un peu suspendu, et il m'a pas plus convaincu que ça, donc il va repartir. Moi, je l'ai trouvé plutôt agréable, mais pas marquant. Voilà, moi j'ai pas été marqué, et maintenant avec nos ludothèques, je trouve quand même que j'ai besoin d'un truc qui quelque part me marque un peu plus que bah ouais, il est sympa, mais c'est tout. Donc voilà, peut-être que je suis un peu trop dur, mais Apiary m'a pas. C'est pas un flop, c'est pas un mauvais jeu, il est bien fait, mais il m'a pas assez marqué pour que j'ai envie de continuer à y jouer. Ouais, moi je te dis, hein, il m'a bien plu, je l'ai trouvé agréable, sans plus. Là maintenant, si tu me dis je le vends, oui. Okay. Déjà, premièrement, tu vas pas être acheteur, et deuxièmement, ça va pas te déranger si tu y rejoues jamais. Donc on est bien d'accord, Ok. Pour conclure, ce qu'on met sur la table en février. Alors, dis-moi tout. Bah t'as un jeu là, hein. Oui, bah déjà, alors vous le voyez pas des masses parce que la caméra est un petit morceau. Voilà. Et ben c'est Teotihuacan City of Gods, donc de Daniele Taschini, si je me souviens bien. Je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est un italien. Un grand un grand classique du jeu de société. Voilà, presque. Avec Tzolk'in et puis Tahuan Titsuyu, non? Ouais, Tahuan Titsuyu, puis il y a aussi Trismegistus, mais je sais plus si c'est lui aussi. Je sais plus, j'ai plus. Il y a tous les jeux hantés. Voilà, en tout cas, Teotihuacan, je le sors parce que je l'ai trouvé en occasion, je le sors maintenant parce qu'il y a la campagne de réimpression de la version deluxifiée de Board and Dice. Board and Dice, hein, c'est ceux qu'on refait... Yedo, et c'est pas eux qu'on refait aussi la Granja? Oui, c'est ça. La version deluxe de la Granja, donc... Yedo, je l'adore. La Granja, j'ai besoin d'y rejouer pour reconfirmer. Mais là, Teotihuacan, ben, c'était l'occasion de me dire, bon, est-ce que j'aime ce jeu? Et finalement, quand on aura joué, est-ce que je l'aime assez pour justement essayer de pledger la version définitive, complète, avec toutes les extensions et tout ça, et la deluxification. Donc revendre celui-ci et bien sûr, prendre la deluxe. Bien sûr. Sachant que là, je l'ai acheté en version japonaise, parce que dedans, il y a quelqu'un qui a photocopié et imprimé les règles de jeu en anglais, et sur le plateau de jeu, il n'y a pas de texte. Tout le jeu est indépendant du langage, donc c'est un avantage. Et du coup, comme il est en japonais, il a peut-être une chance de repartir un peu plus facilement en occasion. Donc voilà, ça va être l'occasion de découvrir ce jeu, dont j'avais entendu parler depuis un bout de temps, qui m'intéresse, hein, franchement. C'est assez intriguant. Quand j'ai fait ma première partie, je dirais, avide en jouant à 3 joueurs, j'ai trouvé ça... je pense qu'on va être paralysé analytiquement assez souvent au début. Avide à 3 joueurs, tu veux dire seul oui, à 3 mains, quoi. Je gérais 3 personnages. Je gérais 3 joueurs, entre guillemets. Donc c'est généralement ce que je fais sur un jeu. Je joue pas forcément une partie complète, parce que ça prend du temps, mais je joue plusieurs tours pour voir où on en est et comment ça se passe, quelles sont les optiques. Donc à voir, et j'ai hâte d'y jouer tout à l'heure quand on aura fini cette vidéo. Ouais. Donc déjà ça. Normalement aujourd'hui, si tout se passe bien, après celui-ci, on devrait pouvoir aussi tester Moonrollers que j'ai amené. Donc un jeu de Ivy Studio dans la licence de Moonrakers, mais en plus léger, en push your luck avec des dés dans tous les sens, un très beau matériel comme à l'accoutumée avec Ivy Studio, et qui dure 30-45 minutes, donc ça devrait pouvoir se faire. Idéalement, j'ai envie de dire que je retenterais bien Unconscious Mind, mais avec des modules.
Oui, bah ça serait bien, c'est vrai. Je suis d'accord. Avec des modules ou avec l'extension, je sais pas encore, on verra. C'est les cauchemars, c'est ça? Ouais, c'est ça, l'extension Nightmares. Avec un dial, tu sais, le tableau rond sur lequel tu fais évoluer tes insights, je sais pas comment ça s'appelle en français. Un peu différent. D'accord. Bon, bah, à tester. Mais bon, ça on verra. Je me ferais bien une partie de Château de Bourgogne assez rapidement aussi, parce que c'est très cool. Oui, pareil, oui, c'est vrai. Puis bon, pour l'instant, ça fait quand même quelques mois ou quelques semaines en tout cas que j'ai vraiment envie de ressortir Vindication aussi. Oui, tu n'es pas seul. Et puis dans les nouveautés qui sont arrivées assez récemment chez moi, j'ai bien envie de tester Super Club Rivals, donc le jeu de management de football qui dure une petite demi-heure, qui se joue qu'à deux. Ça m'intéresse pas du tout, mais je vais jouer quand même avec toi avec plaisir parce que c'est tellement pas mon kiff que j'ai envie de savoir si ça peut le devenir par le biais d'un jeu de plateau. Si le jeu de plateau m'intéresserait suffisamment. C'est vrai qu'on a eu cette belle surprise un beau jour quand nous rencontrâmes Flamme Rouge. Oui, c'est vrai. On s'en contre-tartinait le tortillard. Le vélo n'est pas mon sport préféré. Le vélo, le cyclisme, on s'en foutait. On en chiait contre le radiateur. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, surtout quand il fait froid. C'est ça. Mais on avait beaucoup aimé. Le soir même, j'avais acheté le jeu. Donc, si jamais on peut avoir une surprise comme ça... on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, ça c'est vrai. Bon, après... Flamme Rouge avait déjà une certaine renommée quand on l'avait testé. C'est sûr. Pas du tout le cas de Super Club Rivals. On verra ce que ça peut proposer. On verra ce que ça peut. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Moi, ça va être simple. Bon, donc il y a Teotihuacan. Bien sûr, il y aura Isofarian Guard. Et puis, comme on aura une période où tu seras pas là, je vais essayer d'en profiter pour jouer aussi en solo à nouveau à Heroes of Might and Magic 3 parce que la boîte elle me fait de l'œil depuis un bout de temps, j'ai envie d'y jouer, je prends pas le temps et là au mois de février j'ai envie de prendre un peu le temps, donc il faudra que je range Isofarian Guard, mais comme il se range facilement ça devrait pas être un problème et je vais rester sur ça avec peut-être, si j'ai du bol, une autre partie de Too Many Bones. On verra. J'ai failli en ajouter un, mais en fait je pense qu'il faut plutôt qu'on table sur mars ou avril parce que ça me semble plus réaliste, mais tu viens de recevoir Tidal Blades 2 aussi. Oui, alors on ne le découvre pas aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'insert, c'est inadmissible, donc j'attends mon insert Folded Space. Non, là c'est un point négatif sur Tidal Blades 2, vu le prix qui m'a coûté par rapport au 1 qui avait un insert magnifique, là il y a un insert en 4 cases de carton. Parce qu'il y a un insert Folded Space, je dois dire que je l'ai un peu mauvaise, et du coup ça m'a pas donné envie d'ouvrir les cartes parce que j'ai rien pour les stocker. Et c'était pas... Le Folded Space n'était pas abaqué durant la campagne? Si, mais en fait dans la campagne ils n'ont pas expliqué correctement parce que moi j'avais pris la Deluxe Version par rapport à la version normale, et donc j'avais cru comprendre que pour la Deluxe Version, ils développaient leur propre insert, alors que pas du tout. Donc c'est moi qui avais mal compris, et normalement j'aurais dû backer l'insert de Folded Space en même temps. Mais bon, tant pis. Donc c'est toi qui es con. Non, c'est eux qui ont mal expliqué. Ça rappelle un épisode de Camelot, ça. C'est ça. C'est pas moi qui suis con, c'est les autres. C'est ça, exactement. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. C'est ça. Ouais. C'est le texte. Bon, sur ces bonnes paroles, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour le mois de janvier. Donc, comme d'habitude, on va attendre vos commentaires pour savoir à quoi vous avez joué durant le mois de janvier, vos tops, vos flops. Et puis, on va vous souhaiter une bonne continuation ludique. Un mois de février un peu plus court, forcément, mais aussi intense que possible en termes de jeux de société. Et on vous donne rendez-vous plus tard. Parce qu'au mois de mars, ça va être un peu plus difficile à organiser. Donc, on verra bien. Mais pour ceux qui y vont aussi, n'hésitez pas à profiter du Festival de Cannes. Et puis si vous m'apercevez, faites-moi un petit coucou. Alors voilà, pas le cinéma, le jeu de société. Oui, je vais au Festival de Cannes pour mon nouveau film aussi, mais c'est encore autre chose. Voilà. C'est pas lui qui a un accès restreint à une certaine catégorie d'âge, un nouveau film Si, 3 ans et moins. Ah alors c'est bien. Ça va, alors c'est bien, tu vas faire un hit. Eh bien merci beaucoup à toutes et à tous, et on vous dit à très bientôt sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Salut.